Bonjour, bienvenue, non pas à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, mais nous sommes chez Mathieu Bock-Côté, dans sa bibliothèque. Il fait le plaisir de me recevoir. Bonjour, bonjour. Merci Mathieu, merci Mathieu. Tu connais un peu le procédé. Mhm. Je m'invite chez les gens, même en forçant la main parfois, en insistant lourdement, afin qu'ils me disent leur rapport à leur livre, à leur bibliothèque. Et une question que j'aime poser, c'est comment tu es venu à la lecture et quels ont été tes premiers émois de lecteur. Alors, mon père, Ah oui, j'oubliais. Nous sommes le 13 août et nous sommes côté frontalier, côté montréalais, mais nous sommes à Montréal le 13 août ah oui, 2024. absolument. Alors, mon père, qui était professeur d'histoire au niveau collégial, qui avait d'abord enseigné au cours classique, puis qui a fondé ensuite le département d'histoire du cégep de Rosemont, était un grand lecteur. Et puis on avait à la maison une bibliothèque assez significative, c'est-à-dire qui occupait tout un étage. Et pour moi, donc j'ai toujours évolué dans un environnement bibliothèque, c'est-à-dire c'était normal qu'il y ait des tonnes de livres autour de moi. Puis je me rappelle tout jeune, j'ai commencé à piger. Mon père m'avait refait m'acheter des livres évidemment, mais j'avais commencé à piger dans sa bibliothèque pour construire la mienne propre dans ma chambre. Donc je volais ses livres pour les mettre dans ma chambre, donc je construisais ma bibliothèque en pillant la sienne. Et Il réagissait comment, il était ça? très heureux. Et puis, est-ce que tu te souviens des premiers livres que tu lui as chapardés? Oui, oui, c'est des trucs qui touchaient à l'histoire du 20e siècle, l'histoire de la Deuxième Guerre, l'histoire du Québec, les grandes biographies. Donc, je me souviens par exemple, qui me vient en tête, c'est La poudrière linguistique de Pierre Godin qui raconte l'histoire du nationalisme linguistique au Québec au moment de la crise de Saint-Léonard. Je me rappelle de ça, je me rappelle de livres sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, par ailleurs, quand tout enfant, j'étais passionné par les armes, évidemment, donc l'encyclopédie des armes et tout ça. Donc, j'avais pillé sa bibliothèque, donc je faisais ça. Ensuite, il y a les lectures d'enfants, les BD, tout ça. Il y avait les lectures d'enfants, donc les Bob Moran, les Tom Clancy, les Frederick Forsyth, je pense que c'était ça le nom. Donc des romans d'espionnage très guerre froide. Mais très rapidement, je suis passé vers, vers histoire, essai politique. Et ça, c'était très rapidement le lieu de formation intellectuelle. Mon père, par ailleurs, j'ajoute la chose, c'est un prof d'histoire, mais il y avait un côté archiviste aussi. Donc là, il était abonné à tous les magazines français, puis il faisait des archives. Donc il triait les articles, les dossiers, tout ça. Donc souvent, par exemple, il y avait, je sais pas, le dossier, je m'en souviens, Guerre des Malouines, 1983, là, c'était toute la presse française là-dessus. Puis là, à un moment donné, je me rappelle avoir fouillé dans ces archives, je tombe là-dessus, donc je lisais sur une forme d'actualité différée d'une dizaine d'années. Je sais pas, au début des années 90, puis là, je me passionnais pour ça comme un Ouais. jeune homme. 83, t'avais quoi, Non, là, j'ai 3 ans? 3 ans, donc c'est pour ça que moi je peux pas le lire en 83, mais mon père accumule tout ça. Puis à un moment donné, je fouille dans ses archives, je tombe sur son document. Il y avait un dossier, par exemple, Guerre des Malouines, 1983. Donc l'Express, Le Point, Le Figaro, l'Aube, le Nouvel Observateur, on disait à l'époque. Donc il y avait ces dossiers là-dessus. Donc je lisais ses archives, je lisais les livres. Donc c'était mon environnement un peu naturel. Et je ne me suis jamais imaginé sans bibliothèque. C'est très particulier, c'est-à-dire là on est chez moi, donc ça c'est un pan de la bibliothèque qui est dans le salon, le pan qui m'est accordé. Ensuite, j'ai mon bureau où j'ai l'essentiel de la bibliothèque. J'ai une autre pièce où j'en ai aussi. Et j'ai à Paris, là où depuis je vis depuis 3 ans, en bonne partie, la bibliothèque s'étend désormais par là. Mais quand je suis à Montréal, comme je suis cet été, je continue de commander, d'acheter des livres et ainsi de suite. Donc ça s'étend un peu partout où je m'installe dans l'existence. Ouais, dès que t'apparais, les bibliothèques se créent Oui, autour de oui, oui, toi. oui, oui, c'est la colonisation des Tu, murs. ouais, voilà, ben faut bien les coloniser, ces murs, hein. Et, bon, tes premières lectures, Tintin, Astérix, t'as lu ça? Oui, Tintin, Ou... oui, mais je classe pas ça parmi les premières lectures. Ok. C'est-à-dire Tintin, Astérix, Torgal, Alix, tout ça, mais ça c'est avec des dessins, si je peux me permettre. Dans mon esprit, il y a ce clivage qui est pas partagé par tous, puis j'ai pas de souci. Mais moi, les premières lectures, c'est quand je lis un. Après ça, c'est un livre sans image. Donc là, c'est pour ça que je mets les premières passions de lecture. C'est vraiment Bob Moran, donc Henri Verne. Ça, j'aime beaucoup. Et là, C'est. t'as quoi, t'as 9-10 ans? Wow, autour de ça. C'est à l'école primaire. Il y a Tom Clancy, donc tout des trucs très américains là-dessus. Romans d'espionnage, bon, ça j'aime beaucoup. Robert Ludlum, ça compte aussi. Et au début du secondaire, la politique arrive.
Et là, je me souviens du premier livre politique que j'ai lu avec beaucoup de passion. Ce ne sera pas surprenant, c'est Pourquoi je suis séparatiste de Marcel Chaput, qu'on avait dans la bibliothèque. Les livres de... Puis là, mon Dieu, ça remonte à il y a longtemps, mais tous les auteurs indépendantistes des années 60, ça, donc on avait ça à la maison. Mon père était indépendantiste, donc on avait ça. Puis donc et la lecture, pour moi, c'est quand même le moment de bascule. Donc, puisqu'on lit enfant, à la rigueur, je dirais, on lit sans arrêt parce qu'on occupe son imaginaire, mais la lecture devient entreprise de connaissances autour de Pourquoi je suis séparatiste de Marcel Chaput. Et ça, c'est... Donc, je lis ça avant le référendum, de 95, bien avant, et ça me marque. Puis, tout comme l'histoire du Québec me marque, c'est pour ça que je donnais l'exemple de La poudrière linguistique, que je lis très très jeune, au moment où ça sort, dans les années où ça sort, de Pierre Godin. Puis cet univers-là a été mon premier univers de lecture. Et puis la littérature en tant que telle, elle est arrivée à un moment donné. Un peu plus tardivement, et avec toujours une présence, je dirais, constante sans être centrale. C'est-à-dire, j'ai mes auteurs que j'aime. Alors, je me suis imposé, comme tous doivent se les imposer, certains classiques. C'est-à-dire, j'ai eu grand plaisir. Je me suis plongé dans Balzac, par exemple. J'ai jamais été capable de traverser Proust, ça, j'ai capitulé. J'ai essayé, ça a échoué. Tu as essayé plusieurs fois? 3 fois. Et je considère, dans 10 ans, on reverra, mais pour l'instant, c'est perdu. Tu mets un moratoire de 10 ans sur la question proustienne. C'est un jour, c'est une bataille en plus entre moi et un ami qui, lui, l'a déjà lu 2-3 fois, et moi, je l'ai toujours pas lu. Je pense deviner quel est l'ami. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui qui se reconnaîtra. Et donc lui et moi, bon, c'est comme ça, j'ai pas... Mais il y a des auteurs assez jeunes, j'ai découvert, que j'ai aimé Milan Kundera, je pense qu'une lecture assez générale, c'est le dramatique Kundera, c'est une lecture générationnelle, parce qu'à un moment donné, tout le monde lisait Kundera, et puisque tout le monde le lisait, on en est venu à croire que c'était pas un auteur de référence. Or, c'est un grand écrivain, même si, à un moment donné, c'est devenu, pour certains, il y avait une lecture à l'eau de rose de Kundera, genre, j'ai lu Kundera, je vais aller à Prague. Mais, donc, Kundera a joué un rôle assez rapidement. Saul Bellow, que j'ai toujours bien aimé, qui m'a marqué quand même. Ensuite, il y avait les écrivains à la frontière, c'est-à-dire... Né à la Chine, bien sûr. au Québec. Et dans Ravelstein, il fait référence notamment à la rue de la Gauchetière. Ah oui, Ravelstein qui est le portrait aussi d'Alan Bloom. Oui, alors moi, ça j'en ai déjà parlé dans un livre. Moi, ce livre-là, c'est Carl Bergeron qui m'en parle, qui me l'offre la première fois, qui me dit... L'âme des armées. Oui, Alan Bloom, oui. Mais Ravelstein, je me rappelle, oui. Je suis pas loin de ton ancien siège de ta librairie, et on est à la brûlerie Saint-Denis, sur Côte-des-Neiges, puis il me parle de Ravelstein. Très bien, moi je vais lire ça, je pense qu'il me le prête d'ailleurs. Puis je lis ça, puis je dis Ravelstein, qui représentait donc Alan Bloom, à quelques traits de personnalité différents évidemment, je me dis c'est moi! Et là je me suis identifié à ce personnage, mais de manière absolument, ça m'avait secoué, ça m'avait frappé. Ce qui fait que depuis que j'ai lu ça, je suis peut-être en 2003, 2004, 2005, j'ai dû le relire une dizaine de fois. Et je le relis chaque fois avec ce plaisir tout à fait narcissique de me retrouver dans les pages. Ok, mais je comprends. Mais est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse que tu ne t'y retrouverais plus à un moment donné? C'est pas arrivé pour l'instant. C'est pas arrivé. Donc c'est comme un truc de vérification. Mais en fait, tu vérifies pour voir voir si t'es toujours toi-même. Mais je constate qu'il doit y avoir ça. J'ai toujours cru une diversité de tempéraments. Puis il y a des tempéraments qui existent dans l'existence. Puis manifestement, on a une forme de tempérament semblable, avec, comme on dit, des différences qui sont significatives. Mais il y a deux tempéraments qui se recoupent. Et ça m'avait frappé. Donc, Saul Bellow et son Ravelstein, j'ai beaucoup aimé. Mais toujours dans Saul Bellow, je me perds dire, sa correspondance m'a marqué. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Chez les écrivains, quelquefois. Pourquoi sa correspondance a touché? Parce que c'est une correspondance à l'encre de l'amitié, je trouve. C'est très particulier, c'est-à-dire, il y a une correspondance amoureuse chez lui aussi, mais c'est une correspondance, et d'ailleurs, il y a une phrase, un échange avec Alan Bloom, donc Alan Bloom alias Ravelstein. Et je pense que c'est Saul Bellow qui lui écrit Il est en vacances quelque part au Vermont. Puis Alan Bloom n'est pas encore là, il va arriver dans 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Puis il y a cette formule Without you, it's only approximately perfect. J'ai toujours trouvé que c'est une très très belle phrase qui décrit bien l'esprit de l'amitié. Et donc ça m'a beaucoup marqué au fil du temps. Ensuite, de manière pas très... parmi les romans qui m'ont marqué, ces dernières années, ça commence à faire un temps, c'est de... J'ai le titre L'écriture du monde. C'est François Taillandier. L'écriture du monde. Ensuite,
Il avait écrit La Croix et le Glaive, je pense. Ce sont des romans historiques. Hein, Voilà, si roman historique où en fait il cherche à saisir le pli d'origine de notre civilisation. Et ça m'avait absolument passionné. Donc je dirais que même dans les romans, il y a toujours, je ne suis jamais trop loin par ailleurs de mes propres obsessions intellectuelles qui commandent. Parce qu'en dernière instance, je lis plus philo, histoire, sociaux, sciences po, essais, biographie que littérature. La littérature est toujours présente, mais elle n'est jamais dominante. Peut-être je change un jour. Je sais que Finkielkraut ne cesse de dire que ça demeure l'instrument privilégié de la connaissance, de l'âme, et je suis absolument d'accord, mais mon esprit est ainsi fait que je suis dans la volonté d'expliciter autant que possible ce que j'appelle le régime de notre temps, ce qui m'amène à lire dans mes domaines. J'ai fait mon bac en philo, j'ai poursuivi en sociaux, encore en sociaux. Ça a toujours été le domaine où finalement je lis avec le plus d'appétit. Ah, je comprends, je comprends. Mais Finkielkraut, il disait également que nous étions entrés dans un monde post-littéraire. Oui, parce que alors, là où c'est vrai, c'est que Parce que c'est quand même intéressant qu'il annonce, qu'il affirme que c'est l'outil de connaissance privilégié, ce à quoi je suis totalement d'accord. Mais dans le même souffle, il dit que cet outil-là, peut-être peut s'avérer mais il y a du vrai inopérant. C'est-à-dire, le fait est que la littérature peut permettre quelquefois, quand on veut réfléchir au totalitarisme au XXe siècle, et même au XXIe d'ailleurs, c'est une question qui m'obsède, Oui. les auteurs dont je ne peux me passer, que je relis sans cesse, Miloche, Kustler, Orwell, et Huxley à la rigueur, mais un peu sur un autre registre. Ben, ça, ce sont des littéraires, ce sont des écrivains qui ont percé le secret de la chose, en quelque sorte. Ouais. Kustler, oui, il y a le zéro et l'infini, mais si on lit ensuite ses écrits autobiographiques, c'est hiéroglyphes notamment, c'est exceptionnel, c'est du génie. Alors, Finkielkraut nous dit post-littéraire, pourquoi? Parce qu'il dit on ne prend plus la littérature comme instrument de connaissance de l'âme humaine, on veut la soumettre à des critères moraux, bon, méchant, gentil, pas fin. On veut basculer dans les œuvres édifiante, la littérature édifiante, hein, c'est-à-dire une littérature qui est au service d'une idéologie. On passe du réalisme socialiste d'hier au réalisme diversitaire d'aujourd'hui. Ce sont mes catégories. Et je note par ailleurs, et c'est une des choses, chaque fois que j'ai voulu me plonger dans la littérature très contemporaine, parce que en fait, le fait est que je lis toujours des romans d'une manière ou de l'autre, mais je n'ai pas le même rapport au roman que j'ai au reste, pour ça, aux essais que j'évoquais. Mais quand j'ai voulu me plonger dans la littérature très contemporaine, la plupart du temps, elle m'ennuie parce que j'ai l'impression de rencontrer un cours de morale. Dans la littérature québécoise, souvent, à tort peut-être, j'ai l'impression qu'on est dévoré par l'intime. Il manque, les grandes passions humaines sont moins présentes que les petits tracas de l'existence. Et ensuite, même plus largement, je dirais, il y a quelque chose pour connaître l'âme humaine, je préfère souvent me tourner vers les classiques validés par le temps, où je retrouve davantage justement la vieille bête humaine, plutôt que les tracas de nos contemporains. Ouais, je comprends. Puis pour en revenir de manière plus prosaïque, tes bibliothèques, donc ta bibliothèque à Paris que tu continues d'alimenter, ouais. Tu vas dans les librairies, oui. Tu trouves le temps d'aller dans les librairies? Ah bah sinon je serais malheureux comme tout. J'ai mon parcours. J'ai mon parcours une fois par 2 semaines environ, je vais à une librairie, puis ensuite l'autre, puis ensuite l'autre. Et je sais ce que je veux. Alors, il y a les grandes librairies généralistes où je vais faire un tour. Ensuite, il y a quelques librairies de quartier. Il y a des librairies plus spécialisées. Donc ça, je passe mon temps. Alors, je passe beaucoup de temps dans la librairie. À Montréal, quand j'étais ici, alors là, c'était chaque semaine. C'est-à-dire, je faisais le tour. Je passais assez souvent les voyageurs aussi d'ailleurs. Mais bon, dans mon quartier, il y en avait pas mal. Donc ça, c'était vraiment un tour, souvent, en fait, après tous mes soupers avec un ami, qu'on évoquait tantôt, Carl Bergeron, sur le plateau, on allait toujours faire le tour des librairies ensuite. Et ça, on sortait toujours des sacs de livres après coup. Donc ça n'a jamais changé. À Paris, ça demeure. La question de l'espace se pose là-bas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu comptes un jour tout regrouper tes livres dans un seul lieu? Quand je vais revenir à Montréal, je vais... ce qui va arriver un jour, je vais quand même tout ramener, puis ça va être l'occasion, ne serait-ce que je déciderai où est-ce que je m'installe définitivement, quelle maison, des détails comme ça. Et là où ce sera la grande question, c'est avec le plaisir de la bibliothèque. Je me rappelle quand j'ai aménagé ici il y a 12 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans,
tous les bagages, toutes les boîtes sont là. Puis ma compagne commence à ranger les choses. Puis moi aussi, je pense que je range les choses. Mais en fait, je suis en train de classer mes livres les uns après les autres. Puis je distingue les dossiers pour les articles de thèse et tout ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais du rangement. Je dis, non, c'est pas ça du rangement. Du rangement, c'est que tout soit rangé pour qu'ensuite tu puisses jouer dans ta bibliothèque comme tu le souhaites. Et j'ai pour théorie, j'ai développé avec les idées que pour les intellectuels, la bibliothèque, c'est un peu comme... en fait, c'est l'équivalent des outils pour les gens plus manuels. C'est là que je vais jouer. C'est-à-dire que je classe les livres, je les classe autrement, je les organise d'une manière, je les organise d'une autre, je fais des piles de ce que je dois lire, de ce que j'ai lu, de ce que je dois relire, et ainsi de suite. Donc ça, je peux passer beaucoup de temps à jouer ainsi dans mes outils. Ouais, une sorte de garage supérieur, si on veut. Supérieur, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'est un endroit où je respire, où je trouve que c'est tout à fait formidable. Quand je m'installe pour des vacances, j'ai deux, trois sièges, je m'installe, et sur ces 2-3 sièges, il y a des livres que je lis à cet endroit-là, les livres que je lis ici. Et bon, quand je quitte l'appartement, j'ai toujours dans mon sac 2 ou 3 livres, parce que je sais jamais exactement lequel je vais vouloir lire à ce moment-là. Oui, puis celui qui nous fait soudainement envie, mais bien sûr. Puis dans un moment d'hésitation, le laisser sur la pile plutôt que... Mais exactement. Non, ça peut être un vrai souci. Tu rachètes des livres parfois? Ouais, ça arrive. En double, tu dis, bon, là, il est là, j'en ai besoin. Non, mais à Paris, j'ai quelques livres que j'avais ici à Montréal, mais dont j'ai eu besoin à nouveau. Et de toute façon, je sais que j'ai quelques La pensée captive de Miloche, quelques 1984, j'ai 2 ou 3 Voir le monde avec un chapeau de carte Bergeron. Ouais, qui est un superbe livre. Alors, j'ai plusieurs livres que j'ai en double, mais pas... J'ai le travers du collectionneur, mais pas du fétichiste. C'est-à-dire, j'aime avoir les bouquins. J'aime avoir ma bibliothèque. Je déteste avoir besoin aller en bibliothèque pour avoir mes livres. Je veux tout avoir pour moi, mais ensuite, dans mes livres, j'écris, je prends des notes, ça doit m'arriver d'éternuer. C'est-à-dire, les livres, je les travaille. Il y a mon empreinte humaine véritablement là-dedans, je les travaille sans cesse. Donc, j'ai pas le côté fétichiste du collectionneur qui veut pas qu'un coin soit écorné, mais pas du tout. Mais en échange Mais tu sais que le fétichiste collectionneur, d'abord, j'ai pour exemple Paul Éluard, qui voulait lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire dans l'édition originale. Ouais. Alors pour lui, il fallait qu'il tienne entre ses mains l'objet sortant de l'imprimerie. Des premières rotatives de l'encre de l'époque. Mais en même temps, ces mêmes collectionneurs-là, fétichistes, peuvent conserver dans leur bibliothèque des premières éditions, mais triturer, annoter, déchiqueter une édition courante, et ils sont doubles. Ouais, alors tu vois, il y a l'entre-deux. C'est ce que j'appelle, mais c'est le barbare de notre temps, c'est moi là-dedans, qui prend les notes dans ses Pléiades. C'est-à-dire... ça, tu réussis techniquement, c'est quand même un exploit, vu le papier bible. Ça dépend du crayon. Premièrement, il y a la dernière page où on peut prendre des notes, c'est-à-dire noter les pages importantes. Ensuite, quelquefois, je me rappelle mon une référence, la page, avec sûr. Un mot. Mais quelquefois... Âme humaine, page 1292. Oui, exactement, mais ça peut être aussi, je me souviens, dans mes Bernanos, dans Jean d'Ormesson à la Pléiade, quelques autres, que je tremballais avec moi. Là, il y avait des notes quelque part dans le texte. C'est très fin, parce que c'est le type de papier qui ne le permet pas, mais pour peu qu'on ait le bon crayon, très, très finement, on peut prendre les notes qui nous permettent plutôt on peut souligner le passage dont on a besoin lorsqu'on consultera l'ouvrage. Donc ça, c'est un peu étrange, mais donc j'écris dans tous mes livres parce que c'est ainsi que je me les approprie, c'est ainsi que je les dévore en quelque sorte. Est-ce que tu insères des découpures de journaux? Oui. Est-ce que tu es truffe? Parce que c'est le Non, terme. non. En fait, par exemple, dans l'autre pièce, dans la pièce du bureau, il y a plusieurs ouvrages. Ça, j'ai fait un peu de ménage pendant les vacances là-dessus, mais dans tel livre, là, j'ai tous les textes qui sont consacrés à ce livre-là, mais aussi des notes que j'ai prises sur le bouquin. Donc ça, non, les livres sont souvent surchargés d'articles, de journaux, des temps bénis où les journaux papier existaient. Oui, je déplore leur disparition également. Non, mes livres sont généralement surchargés de ce qui les accompagne. Mais c'est bien parce que ça permet quelquefois de retrouver... c'est la documentation qui entoure l'ouvrage, l'interprétation qui entoure l'ouvrage, tout est là. Donc ça, j'ai toujours fait ça. Pour l'instant, je le fais encore. Et puis, est-ce que, évidemment, d'autres livres amènent d'autres livres?
là, tu lis un livre, bon, tu évoquais Bernanos. Tu es un lecteur de Bernanos, Ouais, bien sûr. d'une certaine manière. Ah, plus que d'une certaine manière. D'une manière très avancée. Est-ce que Bernanos t'a amené sur d'autres chemins de lecture aussi? Oui. Par exemple, les mystiques. Est-ce que tu es allé un peu du côté de la petite Thérèse pour nommer... Alors, je sais quels sont mes... Dans mon côté mystique, ça va être plus vers Peggy par excellence. C'est-à-dire, bien que Peggy soit pas un mystique lui-même, il y a des élans mystiques. Donc, le mystère du porche de la deuxième vertu, par exemple, c'est une écriture tournoyante qui a cette dimension-là. Non, moi, la forme que ça prend plutôt, un livre conduit à un autre, c'est les lectures des notes. C'est-à-dire, je me souviens, une lecture récente d'un ouvrage, Histoire des idées au 20e siècle, je tombe sur une référence en bas de page, j'ai aucune damnée idée de ce que c'est, je connais pas cet auteur-là. Je m'en vais googler, et là je dis mais ça a l'air passionnant ça, c'est un historien de l'histoire de l'isolationnisme américain. Donc là, je découvre cet auteur-là, puis je découvre qu'il y a toute une œuvre consacrée à ceux qui aux États-Unis ont refusé la vocation impériale des États-Unis depuis la Première Guerre mondiale et même avant. Alors qu'est-ce que je fais? Je commande tous les livres qui m'arrivent quelques jours plus tard, ça c'est à Paris. Les livres en anglais, je commande normalement par internet. Les livres en français, je sais d'être fidèle aux librairies. Donc là, je commande. Et là, ça m'arrive, mais là, c'est un auteur que je découvrais à peine. C'est-à-dire, c'est une ligne comme ça, plus un portrait que je lis dans une revue qui me dit, bon, ça a l'air d'un historien intéressant. Et là, j'ai, je sais pas, une dizaine de livres qui me sont arrivés de lui sur ce sujet-là. Donc là, une note de bas de page, même sans contenu, sinon, genre page 167, me conduit à la découverte d'un ouvrage. Donc ça, j'ai un côté lecteur de notes de bas de page. Isolationniste, Première Guerre mondiale? Première, deuxième, guerre froide, c'est-à-dire... Ah oui, d'accord, c'est une ligne de pensée. Oui. Donc au-delà, puis c'est pas pour laquelle j'ai une sympathie particulière, c'est juste que ça m'intéresse, c'est un pan de l'histoire américaine auquel on a moins accès. Ouais, puis qui est une tentation permanente. Dans bien sûr, mais qui revient aussi. Donc, tout le temps, à chaque... Donc là, je découvre ça. Donc ça m'arrive souvent que je lis un ouvrage, là, je tombe sur une note de bas de page qui m'intéresse. Et cette note de bas de page-là va m'amener à découvrir un auteur quelquefois que je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est arrivé assez souvent. Cet été, je lisais une histoire du conservatisme américain à la plage. Là, À la plage? Oui, bien sûr. Je trouvais ça tout à fait passionnant. Or, dans la lecture de cet ouvrage, là, il y avait des tonnes de textes d'origine que je ne connaissais pas. Donc là, j'entourais systématiquement les références. Puis quand j'arrivais, après la journée à la plage, je regardais sur Internet ce qui était disponible de ces textes-là, qu'est-ce qu'on pouvait soit acheter, soit lire, ce que c'était déjà les archives présentes. Donc ça, c'est ma méthode de lecture version Red Bibliothèque. C'est formidable. Tu évoquais Miloche. Miloche, parle-moi de Miloche un peu. Alors, la pensée captive. C'est un livre, moi, il n'y a pas que La pensée captive chez Miloche, évidemment, mais il y a ce livre-là, qui est un de ceux qui m'a le plus influencé. C'est un effet de bas de page. Dans l'ingratitude, Alain Finkielkraut parle de Miloche, c'est un livre de 1999-98. Et là, je vois... Puis là, je m'intéresse beaucoup à ce moment-là, puisque Finkielkraut nous met sur cette piste-là, sur les intellectuels d'Europe de l'Est, qui pensent la question de la petite nation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être une nation qui a la conscience de la possibilité de sa disparition. Donc c'est là que je découvre Istvan Bibo, c'est là que je découvre plusieurs auteurs du Messager européen, la revue qu'il a dirigée au début des années 90, dont je me suis procuré plusieurs exemplaires dans ta librairie d'ailleurs. Et par ailleurs, il y a cet auteur, Miloche, que je ne connais pas du tout, qui s'intéresse à la psychologie de l'intellectuel en régime totalitaire. Et la question qui obsède Miloche, c'est la suivante, c'est comment évoluer quand on est dans une société où il y a un dogme officiel qu'on doit respecter si on veut évoluer en société, mais on n'y adhère pas. Donc comment s'opère la dissociation intellectuelle, existentielle? Comment fonctionner dans un régime qui oblige au mensonge permanent pour fonctionner en société, mensonge auquel on n'adhère pas, mais auquel on est néanmoins obligé d'adhérer publiquement pour ne pas être complètement banni socialement. Donc ça, c'est une question... La pensée captive, c'en est un, ça. Franchement, je l'ai lu, je sais pas, 10-15 fois, mais j'ai jamais cessé de le lire. C'est un livre qui m'accompagne partout. En voyage, je sais pas combien de fois je l'ai traîné avec moi. J'ai aucune preuve de ce que je vais dire, mais j'en suis convaincu. Le livre était on n'a pas besoin de preuves en certaines matières. Mais là, tout le monde, c'est une intuition qui me semble confirmée. Je parlais tout le temps de ce livre-là à la télévision française, mais vraiment tout le temps. Et il n'était pas réédité. On pouvait l'acheter genre pour soit en anglais, soit pour 140$ en version usagée sur Internet. Puis là, à un moment donné, j'en ai parlé tellement dans mes émissions, parce que j'arrêtais pas, La pensée captive Miloche, puis à un moment donné, il est redevenu disponible chez Folio.
Je dis pas que c'est moi qui ai fait en sorte Ouais, qu'il soit non, devenu mais- disponible, mais peut-être y a-t-il eu une pression minimale à toujours parler d'un livre. J'ai convaincu des gens peut-être de le demander, le demandant sans le trouver. Donc ça, c'est le genre de livre, quand je m'y attache, quand je ne... Puis c'est dans ce sens-là, je trouve que c'est tout simplement génial. C'est l'ouvrage qui permet de comprendre la structure psychologique et existentielle des intellectuels en régime idéocratique. Croyant, étant même convaincu qu'on vit aujourd'hui dans un régime qui réactive la tentation totalitaire en Occident, c'est une lecture non seulement essentielle de connaissance, mais de survie. Ensuite, il y a Hiéroglyphes de Kessler, qui est dans le même état d'esprit. Pas que Hiéroglyphes, chez Bouquin, ils ont rassemblé les écrits autobiographiques de Kessler. Et T'as les Cowgirls. non, ça non, c'est pas ça. C'est pas- Non, j'ai pas les titres en tête, sinon Hiéroglyphes, mais il y en a, c'est globalement les écrits où il revient sur son parcours intellectuel, globalement son passage dans le communisme et la sortie du communisme surtout. C'est tout à fait passionnant parce que c'est une question qui m'a toujours intéressé. Comment ceux qui adhèrent à un dogme, une idéologie, et avec une charge religieuse, quoi qu'on en dise, en sortent? Comment ils en sortent? Comment s'opère la sortie de la foi? Ceux qui ont vu la bête, quelquefois. J'ai même eu l'idée un jour d'écrire un livre sur ça. Ils ont vu la bête. C'est-à-dire les intellectuels qui étaient communistes et qui en sont sortis avec un effroi terrible parce qu'ils avaient vu l'horreur absolue de cette idéologie et ils sont donc devenus radicalement anticommunistes. Et là, il y aura une histoire des anticommunistes, autrefois communistes, à écrire. Donc ça, je me suis lancé là-dedans, je me rappelle quelquefois pendant quelques semaines, pendant quelques mois, l'idée, je faisais le plan d'un livre, finalement c'est un projet exagérément ambitieux, mais j'en ai retenu quand même des réflexions sur ces intellectuels, il y en a quand même plusieurs, James Burnham, François Furet, Frank Meyer, Denis qui ont vu la bête et qui ont décidé de s'y arracher. Ouais, puis c'est étonnant parce que les preuves de ce côté-là étaient quand même accablantes. De ce Ah que oui, non, pouvait mais donner, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, les intellectuels comme catégorie sociale sont probablement les gens les moins lucides qui soient sur l'histoire que nous vivons. C'est-à-dire, au 20e siècle, il y a plus de chances qu'un gars ordinaire, je sais pas, un comptable au Saguenay, ou j'en sais rien, moi, un homme ordinaire soit plus lucide sur le cours des choses dans l'histoire qu'un intellectuel qui aura passé toute sa vie dans l'université à adopter les différentes modes idéologiques du moment pour demeurer vivant sur le marché des sciences sociales ou de la philosophie. Ouais, pour juste rester en poste. Oui, oui, absolument. Donc, Puis pas avoir à subir les foudres soit des étudiants ou même de la direction qui assurément ne le soutiendra pas. Bien sûr. Le cas échéant. Et ça demeure encore le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est une question qui m'a D'ailleurs, toujours pour les chargés de cours, c'est un jeu de massacre. Hein. Bien sûr, il faut le nombre de signaux qu'il faut envoyer de fidélité ostentatoire au régime, à l'idéologie dominante, pour faire carrière là-dedans, c'est un peu infernal. Donc moi, ça me passionne. En fait, je constate, en t'en parlant, que les sujets qui m'obsédaient quelque part autour de 18, 19, 20 ans sont encore ceux qui m'obsèdent aujourd'hui. Des sujets se sont ajoutés. Mais la trame de fond de mes inquiétudes existentielles demeure la même, je crois. Ouais, puis en tout cas, dans le cas du Québec, on sait que c'est une réponse, mais la réponse de l'indépendance ne réglerait pas ce genre de difficultés. Non, mais l'indépendance est une réponse à la question de notre existence comme peuple, qui est une question absolument fondamentale. Ouais. Ce n'est pas une réponse à la tentation totalitaire qui traverse l'Occident aujourd'hui. Ben, c'est autre chose. Oui. C'est deux problèmes. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis à mes amis de gauche qui répugnent à l'idée d'indépendance parce que pour eux, le véritable ennemi, c'est le capitalisme. Je dis d'accord. Commençons par régler notre problème existentiel de base. On s'en prendra après à quelque chose de plus. Oui, pour moi, c'est une manière de. Tu sais, je vais affronter Mike Tyson avant d'affronter boxeur. Oui. La survie du peuple québécois n'est pas une question secondaire dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est une question qui, pour nous, Québécois, est tout à fait fondamentale. Et ça exige qu'on fasse des compromis avec des gens avec lesquels on est en désaccord sur bien des choses, mais on est capable de voter ensemble, oui, quand le temps viendra. Mais bon, j'espère. Mais cela dit, évidemment, c'est pas une réponse à tous les problèmes. J'aurais jamais cette prétention. Non, mais c'est une réponse politique, historique, c'est adaptée à une réalité fondamentale pour nous. Oui, de base. Oui, exactement. De base. On règle les problèmes de base, après ça, on verra pour la suite. C'est exactement ça. Ouais, mais... Pour en revenir à la bibliothèque, puisque du ça, parce que tes idées politiques, je les cache pas. Tu les caches pas, et puis j'en partage un certain nombre, hein, comme tu le sais, on est du même camp sur les questions qu'on juge les plus essentielles, hein, de part et d'autre. Mais c'est notre rapport au livre, au fond, qui est notre socle commun. Oui, bien sûr. Non, mais moi, j'ai souvenir
du livre voyageur quand c'était sur la rue Lacombe, si je me trompe pas. Absolument. Ensuite, ça a migré sur Swell. Ouais. Ensuite, ça a migré sur Bélanger, si je me trompe pas. Ouais. Donc non, ce qui fait qu'une partie, probablement, une bonne partie des livres que j'ai ici sont d'abord passés par chez toi. Ben, si tu veux, non, je me livrerai à une inspection. Oui, ça vient de chez moi, je reconnais ma signature, je reconnais mon prix. Ben, moi, je me souviens, tu as fréquenté ma librairie, tu avais 18 ans. Oui, j'étais tout jeune, mais j'étais, non, je pense... Avec ton père, la première Bien fois sûr. que tu étais venu avec ton père. Avec mon paternel, et ça demeure, c'était, à un moment donné, il y a très peu d'institutions culturelles fortes, vraiment, au Québec. Bon, des librairies, il y en a, là. Une institution culturelle, c'est-à-dire, en plus, avec un libraire qui sait ce qu'il tient, avec un libraire qui sait, en plus, ce qui va nous intéresser. Il n'y en a pas des tonnes, et ta librairie en est une, donc c'est pour ça que c'est quoi, ça doit faire près de 25 ans que, 25 ans, je fréquente tes... tu devais avoir 18 ans, ou peut-être 17. Ouais, autour de ça, je me rappelle, autour de 17-18 ans. Les premières fois que j'allais à Montréal, j'étais tombé là-dessus, puis je n'ai jamais cessé de fréquenter. Ben, en plus, ce qui m'avait frappé, évidemment, c'est ton jeune âge, et puis j'en ai vu des jeunes personnes dans la librairie, et pour moi, c'est... Parce qu'il y en a qui disent, ouais, les jeunes lisent plus. D'abord, c'est pas vrai. D'abord, ça a toujours été un tout petit nombre qui consacre un temps considérable à la lecture. C'est un tout petit nombre. Ça a toujours été un petit nombre. Mais c'est ce petit nombre-là qui permet que certaines idées très marginales deviennent très importantes. Oui, bien sûr. Parce que les livres ont un véritable effet dans notre société. Mais bien sûr. Il y a des livres qui ont à l'origine de révolution. Il y a des livres qui ont bouleversé la manière de réfléchir, la manière de penser. Donc, les livres ne sont jamais innocents. Je suis absolument d'accord. Les régimes totalitaires le comprennent bien. Ah, mais je suis absolument d'accord. Et combien de livres importants ont été transmis sous le manteau il y a encore aujourd'hui des samizdates. Voilà. Et puis, il y a une manière de ne pas parler des livres, il y a une manière de les faire disparaître, il y a une manière de les invisibiliser qui est tout à fait réelle. Mais pour en revenir à cette première impression que j'ai eue lorsque tu es entré dans la première fois que je t'ai remarqué dans ma librairie avec ton père, c'est que tu avais déjà un corps de lecteur. Ce que je veux dire par là, ouais, non, mais ça existe un corps de lecteur. Okay? Non, c'est pas un corps de sportif. Ben, non, un corps de sportif, ça se remarque plus facilement. Je dis souvent à un de mes amis qui est. On bosse ensemble en France. Puis je dis, lui, il a un physique de commando, moi j'ai un physique d'état-major. écoute, ça doit le flatter. Oui, absolument. Parce que généralement, les commandos, ils sont contents. Oui, absolument. Ils ont l'esprit qui va avec le corps. Bien sûr. Bon, j'espère pour eux, parce qu'autrement, la mission va échouer. Mais ce que j'entends par là, un corps de lecteur, c'est que quelqu'un habitué à fréquenter les livres, quelqu'un habitué à parcourir du regard les étagères, a une manière de se mouvoir dans l'espace librairie ou l'espace bibliothèque qui n'est pas la même que celui du non-lecteur, qui lui fait comme semblant de voir les livres. Il sait, il va parcourir les rayons et rien ne va lui dire rien. Ouais, bien sûr. Je veux dire, aucun auteur va lui dire quoi que ce soit, aucun titre va évoquer quoi que ce soit, et il va prendre des pauses de quelqu'un qui fait semblant qu'il sait qu'il se passe quelque chose. Oui, je vois très bien. Et comme quelqu'un qui a une langue étrangère que tu connais pas, mais tu t'essayes d'en saisir des petites bribes, puis finalement, tu comprends rien du tout au fond. Et ça, je l'observe à la librairie, puis il y en a d'autres. En 2 minutes, 2 secondes, tu vois tout de suite la manière dont il se déplace, dont il balaie le regard devant les livres. La manière dont tu aménageais, je me souviens très bien, c'était sur Swell. Il y avait une allée centrale où tu avais notamment tes nouveaux arrivages en matière d'histoire du marxisme, de gauche, tout ça. On arrivait là, et très rapidement, on voyait... tu t'arrangeais pour qu'on puisse comprendre rapidement quel était le nouvel arrivage sur tel ou tel sujet. Non, mais c'est tout à fait passionnant, parce qu'on savait où regarder, comment regarder, à quel... Et je me souviens une fois, avec un de... Je sais pas qu'on connaissait tous les deux, mais ça c'était sur Bélanger, où on savait tous les deux, je pense, regarder une librairie, et il avait vu 3 secondes avant moi un Trotsky
Il avait mis la main dessus alors que j'aurais voulu mettre la patte aussi dessus. Donc c'était une bataille dans la librairie pour un ouvrage méconnu de Trotsky. Oui, puis là, écoute, quand même, toi, tu leur as dit que t'auras convoité un Trotsky. Ah, mais j'en ai plusieurs. Mais j'en ai plusieurs. Trotsky, c'en est un que j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu Lénine, j'ai beaucoup lu Trotsky. Non, T'as pas lu les œuvres complètes de Staline, quand même, rassure-moi. J'ai pas lu les œuvres complètes de Staline, mais j'ai quand même lu Staline un peu, mais surtout, Staline, j'ai lu sur lui, sa biographie. Donc, comme théoricien, il est assez médiocre, soyons sérieux. Comme tueur de masse, il est pas mal. Ah, ben non, c'est du temps dans la matière. Ça, faut jamais oublier. Les communistes savent tuer. Et ça, moi, sinon, ça m'avait été. Mais j'ai des ouvrages un peu oubliés aujourd'hui, les œuvres complètes d'Enver Hoxha, des trucs comme ça. Ah ouais. C'est des trucs qui ont compté dans les années 70. Ces trucs-là, j'en ai quand même. Le modèle arménien. Oui, Albanais, le modèle arménien. Non, ça, c'est une autre manière de régler les problèmes. Ça finit mal. Mais mais il y en a beaucoup. Ben non, ici, quelque part, là, je suis en train de relire une biographie d'Enver Hoxha. Mais quoi qu'il en soit. J'admire ton courage pour des belles journées d'été. Non, mais c'est passionnant parce que c'en est un qui voulait complètement réformer son peuple. C'est fascinant. C'est-à-dire, il voulait arracher jusqu'aux dernières croyances métaphysiques dans son peuple. C'est un intellectuel médiocre, mais boulimique, qui est dévoré par un esprit de système et qui veut soumettre son peuple à ses lubies. On en rencontre quelques-uns. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des ouvrages qui sont complètement passés de mode aujourd'hui, mais qui à l'époque ont compté et qui, à mon avis, pèsent encore secrètement sur la vie collective, sur l'imaginaire, tout ça. Donc, mais ces ouvrages-là, on les trouve que dans les librairies de livres usagés. Et ça, donc j'en ai des Trotsky, des Enver Hoxha, des. Non, Dieu sait que j'en ai lu beaucoup. Donc, t'as une bonne bibliothèque communiste, si on peut dire. Oui, je pense. Oui, mais dans le bureau, il y a. Il y en a. Dans vérité, il y en a 4 qui sont doublés. Plus horizontal. Non, il y en a. J'ai une bonne. En plus des ouvrages des ouvrages de thèse. Quelquefois des trucs qui étaient difficiles à trouver à l'époque. Non, plus les revues. Non, j'ai une bonne bibliothèque communiste, je crois. Ferait-elle envie à un communiste bon temps? Est-ce que ça irait jusque-là? Qui puisse se dire, oh Mathieu, il y a la plus belle bibliothèque. La plus belle, je ne dirais pas, mais elle est significative, je crois. D'autant à la fin des années 90, je pense qu'à fin 90, il y avait une librairie à Montréal trotskiste qui s'appelait la librairie Pathfinder de mémoire. Oui, absolument. Et où j'avais déjà mis les pieds. Je devine si je mettais les pieds aujourd'hui, je serais moins bien accueilli. Mais à l'époque, j'étais un homme tout à fait inconnu, donc j'avais mis les pieds là-bas. J'avais acheté quelques ouvrages. Le bienfait est inconnu. Oui, absolument. Surtout, je crois. mais dans ça, non, j'ai une bonne bibliothèèque communiste, je pense. Et surtout une bonne bibliothèque aussi gauchiste des années 70. Ça, c'est important. C'est-à-dire tous les auteurs, ou à partir de dans ma thèse de doctorat, ça avait pris une bonne place quand même, quand la gauche sort du marxisme et veut demeurer révolutionnaire. Donc ça, c'est tout le chapitre du gauchisme des années 70, fin 60, début 70. Ça a pris une grande place dans mes lectures dans ma vingtaine. C'est intéressant. Donc, il faut lire dans toutes les directions aussi. Un bon lecteur ne va pas s'enfermer dans sa catégorie de pensée. Moi, j'ai pour mon dire que si on s'intéresse à un domaine, moi j'ai un côté historien des idées, c'est-à-dire j'ai pas fait histoire, mais la conception que j'ai de la sociologie, c'est un point de contact entre l'histoire politique, la philosophie, la sociologie, l'histoire des idées. Donc, l'étude des imaginaires sociaux est passionnante. Si on veut ne serait-ce que comprendre l'univers dans lequel on évolue, la période qu'on étudie, mieux vaut essayer de tout lire. Tout en sachant qu'il est impossible de tout lire, mais mieux vaut essayer de tout lire. Ce qui fait que, ça c'est d'autres auteurs, mais Marcuse, Foucault, Castoriadis, c'est différent. Castoriadis, c'est un peu différent. Mais Althusser, tous les auteurs ces années-là, je leur ai consacré beaucoup de temps. Althusser. Ouais, quand même. Ouais, c'est intéressant parce que c'est une pensée morte dès le début, mais qui a un effet d'hypnose sur toute une génération d'intellectuels. Donc, si on veut comprendre, c'est une chose qui m'obsède, comment fonctionnent les intellectuels, qui sont capables, globalement, ils font plus de mal que de bien. Les grands penseurs, c'est autre chose, mais les intellectuels comme caste, c'est quand même une caste assez destructrice. Donc, qu'est-ce qui les attirait dans une pensée comme celle-là? Et c'est la prétention à l'explication totale. C'est-à-dire, c'est un savoir qui se veut définitif parce qu'il propose une clé de lecture qui serait la clé définitive de l'histoire universelle. Et ça, ce type d'auteurs-là sont intéressants. Ces auteurs-là sont intéressants parce que ça permet d'en savoir beaucoup sur ce qui pousse les lecteurs vers eux. Donc, un système à prétention à explication totale. Alors, je pense que les grands historiens, les grands philosophes, les grands écrivains, ça,
offre chacun une grille de lecture, mais qui se sait fondamentalement incomplète et inachevée. Qui sait qu'elle doit faire le pont avec d'autres savoirs, ce qui n'est pas nécessairement le cas des grands théoriciens de la gauche radicale qui croient avoir une forme de ce mélange de révélation religieuse et de prétention scientifique. Hein. Le marxisme, c'est ça dans l'histoire, c'est la conjugaison de l'esprit religieux et de l'esprit scientifique. On prétend que c'est le socialisme scientifique et on n'est jamais sorti, je pense, dans les sciences sociales universitaires de cette pensée double qui fonctionne à la révélation et à la prétention au savoir intégral. Je comprends. Et puis là, c'est quoi tes projets de lecture? Alors, j'ai passé l'été. Je me suis amusé. Je te dis des lectures récentes. J'ai lu une histoire des Romanov après la chute du tsarisme. Donc, c'est un livre qui est paru chez Perrin il y a quelques mois. Vraiment passionnant. Donc, comment s'est reconstitué à l'extérieur de la Russie, finalement, le principe impérial russe après la chute du tsarisme. Et c'est intéressant parce qu'une question qui m'a toujours obsédé et intéressé, c'est comment survivre des principes de légitimité une fois qu'ils sont chassés du pouvoir. C'est une question qui est présente chez Ferrero, dans Génie, les pouvoirs invisibles de la cité. Ouais, c'est ça le titre. Donc, Génie, je pense, sur les principes de légitimité dans la cité. Donc, comment ça survit concrètement? Donc, un principe impérial survit, puis ce qui est intéressant, c'est que ça montre comment, pour les Russes de l'émigration qui avaient quitté la Russie, eh bien, la fidélité au pays passait par la fidélité à cette légitimité en exil. Donc, j'ai lu ça. J'ai lu beaucoup sur le conservatisme américain, je me mets à jour, parce que depuis l'été passé, j'ai constaté, à tort ou à raison, que le phénomène Trump a entraîné une réinterprétation historiographique du conservatisme américain. La manière qu'on avait de raconter l'histoire du conservatisme américain depuis les années 80 a été complètement transformée par le phénomène Trump. Donc là, je me mets à jour dans le conservatisme américain. J'ai lu quelques romans. Un Fogg, par exemple, Franz-Olivier Gisbert, que j'aime beaucoup quand même. Et un livre, Pauline Dreyfus, Enfin immortel, qui est sur le portrait de Paul Morand, qui réussit enfin à arriver à l'Académie française. C'est plutôt drôle, sur les vanités humaines. Donc là, je suis, comme je dis, dans mon conservatisme américain. Beaucoup. J'ai relu aussi pas mal d'ouvrages aussi par ailleurs sur la crise des années 30. Donc ça, ce sont mes lectures d'été. Et c'est un peu mon programme des prochains temps. La crise des années 30, est-ce que tu établirais un parallèle avec ce qui se passe en ce moment? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que l'obsession à tout ramener aux années 30 fait qu'on ne comprend plus rien au temps présent. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se décompose l'ordre libéral. C'est-à-dire, moi qui suis très attaché à la démocratie libérale, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'ordre libéral est contesté? Donc ça, c'est intéressant de voir. C'est le parallèle. Donc c'est une analyse, je pourrais dire, des structures, des structures de discours qui s'opposent dans la structure, pas dans le contenu. On n'est pas du tout avec les mêmes idéologies, on n'est plus du tout dans la même époque. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a quand même l'impression que on reprend les mêmes costumes, on reprend les mêmes masques. En fait, ce que je te dirais, c'est qu'on est dans une époque de forte polarisation politique. Et donc, je regarde à quoi ressemblent les autres époques de forte polarisation politique au XXe siècle. J'ai lu aussi une histoire assez intéressante, celle-là, qui étudie la régression des libertés civiles, dis-je, aux États-Unis à partir du New Deal. Donc, on a tendance à valoriser le New Deal, c'est aussi mon réflexe comme tout le monde, mais de quelle manière le New Deal entraîne un changement de régime aux États-Unis? Pas seulement les nouvelles politiques sociales, mais entraîne un changement de régime qui a des conséquences durablement sur la structuration de la vie politique américaine. Bon. Donc, je pense... À partir du moment où l'État investit des sommes considérables... Et investit la société et prétend organiser la société, il se donne des pouvoirs de dire comment gérer ta vie. Ben c'est... Bon, alors ça Suivez l'argent, hein? Suivez la piste de l'argent. Non, mais ça finit par être efficace. Donc ça, je passais beaucoup de temps là-dedans. Donc je passe mon été... Là, il se termine bientôt cet été. Mais donc là, je vais retourner pendant l'année. Parce que ma méthode de lecture, dans ma vie, c'est assez important. Quand j'habitais Montréal, à temps plein, j'écrivais ma chronique le matin pour le journal. Après ça, je lisais pendant 7-8 heures sur ce siège d'ailleurs. 7-8 heures? Ouais. Me placer un peu juste à côté. Mais là, donc je lisais, je te dirais, de 11 heures à 18 heures, à 19 heures peut-être, avec de temps en temps, soit j'allais pour la télévision à LCN ou à lunch. Mais normalement, j'avais un bon 7-8 heures de lecture, puis je terminais ça avec de la lecture le soir. Bon. Donc ça me faisait une journée de lecture significative. Ma journée était construite autour de ça.
Quand j'écris un livre, c'est différent. Quand j'écris un livre, je coupe en deux. Donc là, je lis 4-5 heures plutôt que... Et t'écris 4-5 ans. Ouais. Là, depuis que j'ai traversé l'Atlantique, mon horaire de travail est un peu différent. Donc ce que je fais, c'est que le matin, j'écris mes éditos. Ensuite, les exigences de la vie sociale. L'après-midi, je lis beaucoup, je me mets à jour dans les revues, les différentes, pas les magazines, mais les différentes revues avec les différents exemples, commentaires et tout ça. Et mes lectures de fond, c'est... bon, je me garde peut-être 1h30 de lecture l'après-midi au café, mais sinon, c'est surtout le soir de 23h à 1h du matin, à 2h du matin. Là, je fais mes 3 vraies heures de lecture de la journée. Toujours dans le même fauteuil? Non, parce que je peux pas me transporter des deux côtés de l'Atlantique, mais j'ai un siège de lecture confortable là-bas. Ouais. Puis t'as un bel univers aussi de lecture. Oui. En fait, j'ai les livres dont j'ai besoin. Puis comme tu disais, tu le devinais très rapidement tantôt, si un livre que j'ai beau l'avoir à Montréal, mais je le veux en ce moment parce que je veux le consulter, parce que cette page que je veux revoir d'une manière ou de l'autre, je vais me le commander. Et il arrive dans les 24 heures. Et t'as conservé toujours ce rythme de lecture. Oui, sinon c'est une implication, 7-8 heures de lecture. Sinon, j'ai l'impression de rater ma vie. Ah, carrément. Ah, c'est terrible. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention encyclopédique universelle. Il y a des domaines qui m'échappent complètement. Ouais, mais est-ce que ça serait possible aujourd'hui pour un seul cerveau non, humain? mais j'ai Tout des fonctionne en collectivité, les scientifiques ne travaillent pas seuls. J'ai des amis qui sont très littéraires, mais qui ont une grande connaissance de la médecine, de la biologie, de l'astronomie, tout De grandes connaissances générales. Ouais, mais que j'ai pas du tout. Moi, mais les domaines qui sont les miens, non, je peux être d'une nullité terrifiante dans la plupart des domaines de l'existence, mais il y a des... je pense que c'est le cas pour n'importe qui. Peut-être, mais autour de moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont un peu moins nuls dans ces matières, dont l'érudition me fascine. Mais moi, dans les domaines qui sont les miens, je prétends pas qu'il y en a des tonnes, là, dans ça, je veux tout savoir. Ça je trouve intolérable de ne pas avoir lu tel article, de ne pas avoir lu tel livre. Ça, c'est insupportable. Puis quand j'embrasse un nouveau domaine de connaissances, là, je me rappelle, c'était quelque part dans la mi-vingtaine, je découvre intellectuellement le nationalisme irlandais qui a conduit à l'indépendance. Je connaissais les noms. Et là, donc, je me rappelle, je vais sur Amazon, puis là, j'achète tous les livres que je trouve sur ça. Puis là, je commence à lire, puis assez rapidement, quand on lit, on comprend, tel auteur est fréquemment cité, bon, ça fait référence à ça, ok, il me manque ce livre-là. Et là, je me rappelle une période qui a duré quelques mois quand même, j'étais dévoré par le nationalisme irlandais. Donc là, je lisais là-dessus, jusqu'à ce que je passe à autre chose. Mais quand j'étais dans ce moment-là, je devais tout lire sur le sujet. La droite française, c'était ça aussi. Le conservatisme américain, c'était ça aussi. Le nationalisme québécois, c'était ça aussi. Milan Kundera, c'était ça aussi. Sol Bello, c'était ça aussi. Donc quand je tombe sur un sujet, je veux tout savoir sur ce sujet-là. Mais il y a des sujets tout aussi importants pour l'existence humaine ou qui relèvent de la culture qui me sont complètement étrangers. Et ma curiosité va les... En fait, j'ai une curiosité paradoxale. Parce que si quelqu'un m'en parle, ça va m'intéresser. Mais si je dois lire un livre, ça risque d'être un livre où je continue de creuser mes obsessions plutôt que de me lancer dans un tout nouveau domaine. Je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis que je creuse davantage mes obsessions. Ouais, puis certaines notes de bas de page peuvent s'avérer des brèches s'ouvrant absolument. Sur des... on tombe sur un livre, et puis là, on sous-estime les notes de bas de page. Moi j'adore ça. Je suis un lecteur de notes de bas de page, j'adore ça. Mes notes de bas de page moi-même. Tu les préfères en bas de page ou à la fin du livre? Je les préfère en bas de page, mais je constate que les éditeurs sont pas d'accord avec moi. Ce qui fait que moi, donc je lis un livre, je suis toujours en train de regarder donc j'ai toujours un signet. Pourquoi les éditeurs sont pas d'accord avec toi? J'en ai aucune. Peut-être parce qu'ils disent que les lecteurs veulent lire le livre au grand complet, puis se contrefichent du travail d'érudition qui accompagne un ouvrage, ce que je peux comprendre du point de vue du lecteur ordinaire. Mais pour le rat de bibliothèque, qui veut savoir c'est quoi cette source-là, où est-ce que tu as trouvé ça? Ouais, mais en même temps, des lecteurs de fond, une note de bas de page, ça va pas les entraver dans leur avancée. Je suis pas certain qu'il y a surtout des lecteurs de fond. Donc là... Ouais, mais il y a des ouvrages qui se proposent comme tels. Oui, bien sûr. Tu peux pas les... Bon, je comprends que certains peuvent lire à la plage. Oui. Mais il y a des ouvrages où on s'assoit confortablement, on sait qu'on va vivre à la fois une épreuve, une initiation, un rite de passage, une traversée. C'est pas... Non, mais je suis d'accord. Mais moi, ce que j'apprécie, mais ça chacun ses petites lubies, c'est quand c'est juste une référence de texte, bon ça va, mais moi les notes substantielles, j'aime les avoir apportées. C'est-à-dire, parce que moi-même dans mes livres, parce que maintenant j'essaie de... Les éditeurs m'ont convaincu de mettre tout le contenu au cœur du texte.
Mais longtemps, j'aimais les grandes digressions qui étaient donc presque l'équivalent de, je sais pas, un texte de 800 mots qui est en note de bas de page, où je développais sur une idée comme ça qui me semblait importante. Je pense qu'il y avait un choix esthétique là-dedans. Mais ensuite, avec Ouais, parce que c'est vrai que c'est beau. mais bien sûr, là, puis on se trouve tellement intelligent de faire une note de bas de page de 800 mots, puis à un moment donné, on vieillit, et puis j'essaie de mettre le contenu essentiel du livre là, puis des développements secondaires dans les notes. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Puis là, il te reste combien de temps pour tes vacances? On est quel jour aujourd'hui? On est mardi le 13. Je recommence le 26. Et hier, c'est la journée du 12 du livre québécois. Ouais. T'es allé acheter un livre ou deux? Non, même pas, parce que c'était une journée assez compliquée, mais cela dit, j'en ai Mais t'en achètes tout le temps des Voilà, livres j'en ai- québécois. Donc, pour toi, le 12... Enfin, mais c'est même pas vrai, en plus, j'en ai acheté. Non, je vais être au-dessus. J'en ai acheté un, mais j'ai acheté le mien. C'est-à-dire que C'est ça, bon, du goût, monsieur! mon père n'avait plus son exemplaire du totalitarisme en goulag, donc j'étais y en acheter une copie pour lui remettre. Mais non, c'est même pas vrai, en plus c'est pas vrai, j'en ai acheté un aussi hier. J'ai acheté un essai de... J'en ai acheté un finalement, mais pas dans l'esprit du journée du livre québécois. C'est un essai d'un essayiste catholique québécois que je voulais, dont j'avais un exemplaire à Paris, mais que je voulais relire ici. Roi, non? Non, Jean-Philippe Trottier. Ah, Donc, oui, j'ai- notre ami Jean-Philippe Trottier. donc j'ai relu, je voulais relire son dernier des passages, donc je l'ai recommandé, alors que j'en avais une copie déjà à Paris. Aïe, aïe, aïe. Ben, lui, en tout cas, son livre, moi, je ne l'ai pas lu au complet, je l'ai parcouru, mais Simone Veil, Gustave Thibon, Oui, ce sont ces auteurs de référence. Bernanos, Ce sont des auteurs qui sont les siens depuis longtemps. disons, on n'est pas trop dépareillés, puis on est en bonne compagnie, je dirais, d'une certaine Oui. manière. Gustave Thibon, c'en est un, ça, Bernanos, Simone Veil, ça c'est particulier parce que Simone Veil, avec le W, comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé son livre L'Enracinement, d'abord à cause du titre. Ensuite, avec les années, je m'en suis un peu détaché de Simone Veil. Non pas qu'elle n'était pas intéressante, mais il y avait quelque chose chez elle, je trouvais qu'elle portait toute la douleur du monde sur ses épaules. Oui. Ça m'énervait un peu. C'est une scène racontée par Aron dans ses mémoires. Aron est avec Malraux, je crois, et la femme de Malraux. Puis là, Simone Veil arrive, puis on est avant la guerre, puis elle est en larmes, là, effondrée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis on lui répond, elle répond, ah, le gouvernement vient de faire tirer sur les grévistes en Chine. Ouais. Donc là, bon, c'est tragique certes, mais elle portait ça comme si on venait de fusiller ses frères. Il y avait quelque chose, elle portait la douleur du monde sur ses épaules. Donc c'est une conscience qui est tragique sans être politique. Et il y a quelques mois, peut-être 6 mois, on m'a demandé de faire une conférence sur la philosophie politique de Simone Veil. Donc j'ai relu. Et ça n'a pas changé mon avis, c'est-à-dire que j'ai dit, il y a tous les matériaux d'une philosophie politique disponibles chez Simone Veil, autour de l'enracinement, ça. Mais plus elle se rapproche de l'objet politique, plus elle n'y comprend rien. Notamment son texte absolument lunaire, selon moi, note sur l'interdiction ou l'effacement des partis politiques. Là. Oui. J'ai pas le titre exact en tête. On dit qu'il faut en finir avec les partis, que le pluralisme c'est dangereux. Bon, c'est assez particulier. Donc là, c'est un auteur que j'ai longtemps lu, dont je me suis détaché, que j'ai relu, donc je conserve quelque chose, mais qui ne m'hypnotise plus. À la différence de Bernanos, dont certains écrits... Mais tu sais que dans le cas de Simone de Beauvoir, partageait la même exaspération quant à sa capacité, selon elle, exagérée de s'émouvoir du sens du monde. Tu vois? Elle était exaspérée par ça. Elle jugeait ça une preuve presque d'inauthenticité. Alors il y a quelque chose, c'est... Pourtant, regarde. Ouais, non. Alors Simone de Beauvoir, ça, moi je suis pas du club des fans. Non, je précise. Oui. D'autant qu'elle a une phrase absolument lunaire. C'est la vérité une et l'erreur est plurielle. Voilà pourquoi la droite est pluraliste. Bon, à peu près. Mais c'était une militante. Oui, non, mais elle fait partie de ces gens qui, au XXe siècle, ont légitimé des régimes absolument terrifiants. Et puis les deux femmes, en tout cas dans le cas de Simone Veil et Simone de Beauvoir, ils ont eu à fréquenter les mêmes personnes. Bien sûr. Ils ont eu entre les deux, Simone, je ça préfère... marchait, mais ça marchait pas. Non, mais ils n'étaient pas faits pour s'entendre. Entre les deux, Simone, je préfère Simone Veil, mais au final... ceux qui se présentent comme les témoins absolus de l'humanité, j'ai toujours envie de leur demander de se modérer un peu. Je veux dire, c'est mon côté libéral là-dessus, c'est mon côté... je comprends, si on est témoin directement d'une scène atroce, c'est une chose, mais c'est pas la même chose que de porter le poids du monde sur ses épaules intégralement. Donc je devine que ça oriente ensuite nos lectures. Absolument. Ben écoute, Mathieu, je te remercie de m'avoir reçu. Ah ben merci infiniment. Écoute, c'est super cool. Au grand plaisir. Écoute, je te souhaite
de profiter des derniers beaux jours que l'été montréalais nous Pour offre. lire. Pour lire, te reposer, parce Ouais, que tu ouais. vas reprendre. Dans moins de 2 semaines. Et puis c'est un rythme trépidant. Je ne m'en désole pas. Ouais, mais nous sommes plusieurs à se demander comment tu réussis à tenir la cadence, mais vraisemblablement, tu le fais avec beaucoup de panache. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.